En fait, ce matin, justement, vous annonciez que je n'avais rien à projeter pour des raisons non techniques. Bon, bah là, on va le cumuler, c'est super. Mais en réalité, c'est pas très grave parce que ça ne change rien au message que je veux faire passer. Alors la présentation ne serait peut-être pas aussi dense que celle qu'ont pu faire Robert par exemple ou Xavier sur cette genèse et l'évolution de ce consortium Humanum sur quasi 10 ans. Et moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est d'aborder l'évolution aussi de notre infrastructure et de la place des consortiums et des consortiums eux-mêmes au sein de cette infrastructure de recherche. Alors évidemment, j'ai un gros biais parce que je suis arrivée à Humanime, moi aussi, je suis mis à compter les années. Et en fait, effectivement, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, puisque je suis arrivée en 2015. Et pour dans une configuration un peu spéciale et ce qui va me permettre de rappeler, comment je fais, ce qui va me permettre de rappeler les missions, ce qu'est une infrastructure de recherche, alors sans entrer dans tous les détails, mais justement c'est important pour comprendre la manière dont fonctionnaient les consortiums au départ et ce qu'ils sont devenus maintenant, puisque donc Humanum a 10 ans, mais avant Humanum existait deux structures, donc un très grand équipement qui s'appelait le DGE Adonis, peut-être vous avez entendu parler, et une infrastructure de recherche, donc l'IR Corpus. Et je parle sous le contrôle de Robert aussi, c'était dans le cadre de l'IR, en réalité, que les premiers appels à former ce qu'on a appelé ensuite des consortiums ont été lancés. Donc ça préexistait à la très grande infrastructure de recherche humaine. L'idée, c'était de sonder au sein des communautés SHS de manière vraiment très large, un peu comme une bouteille lancée à la mer, qui s'était emparé des outils numériques pour développer des choses, pour créer surtout des corpus, les rassembler et les rendre accessibles. Donc c'est vrai aussi que lorsqu'on a vu que ce dispositif fonctionnait, donc deux premiers consortiums ont été labellisés, je vous montrerai ça à peu près. On s'est dit que c'était un système qui fonctionnait. En plus, ça permettait d'avoir une implication et des projets, vraiment des communautés. Et nous, on avait ce retour-là. Donc, c'était pas quelque chose qui était imposé en disant il faut que vous fassiez ça. Non, c'était vraiment les communautés qui s'auto-structuraient ou qui étaient déjà structurées. Ça dépend des disciplines, des champs disciplinaires qui regroupaient et qui ont commencé à s'organiser et à faire le travail. Et ce qui nous intéressait beaucoup, puisqu'on devait rendre des services numériques à toutes les SHS. Donc l'infrastructure de recherche humaine était dédiée à cela, à accompagner, à l'époque, on disait, je vous ai pas éloigné l'appellation, le tournant du numérique. Donc on avait envie de se saisir de ce tournant donc dans les années 2010, et puis d'accompagner vraiment les chercheurs, les ingénieurs dans l'appréhension de ces nouveaux outils et de les intégrer vraiment au processus de recherche et à la diffusion de la connaissance tout au bout. Et puis ensuite, on s'est axé aussi sur des questions de préservation, par exemple. Donc une infrastructure de recherche, ça sert à ça. Ça sert à fournir des services. Donc à la base, nous étions une unité mixte de services, dont on est du côté du support à la recherche. Et puis, on avait en 2013, lorsque les deux entités ont fusionné pour devenir une TGIR, très grande infrastructure de recherche, là, on avait un statut effectivement qui
nous placer dans une situation très reconnaissable au point de vue national avec ces missions que vous avez décrites. Donc voilà, des missions nationales de service pour les SHS. Et notre infrastructure, qui n'est pas la seule en SHS, puisqu'il y a aussi l'infrastructure de projet d'eau pour les enquêtes statistiques en sciences sociales, essentiellement, est inscrite sur la feuille de route des infrastructures de recherche qui est alignée avec la feuille de route européenne des infrastructures de recherche aussi. Et c'est ça que ça veut dire, que ça voulait dire aussi une très grande infrastructure de recherche et que cela, je dirais, tamponne ou entérine avec l'étoile. Donc voilà, il ne faut pas chercher plus loin. L'étoile, c'est ça. Ça veut dire qu'on a une mission nationale, qu'on est soutenu par nos tutelles, donc le ministère de l'enseignement et de la recherche. Donc, nous sommes opérés par le CNRS aussi, donc rattachés à l'INSHS, et donc les autres tutelles sont le campus condensé et Aix-Marseille, l'Université Aix-Marseille. Donc, c'est cette mission nationale, le fait qu'il y ait un soutien politique et financier qui soit garanti et qui nous permette, bien sûr, de donner aussi de la visibilité à nos utilisateurs sur le long terme. Donc, aussi sous le chapeau de la science ouverte, j'en ai parlé vraiment très rapidement avec les services que l'on développe. Donc, l'infrastructure, c'est des machines pour les services numériques qui garantissent un maximum de sécurité pour les données des sciences humaines et sociales aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, au regard d'autres infrastructures de recherche dans d'autres domaines, bon, on est tout petit, mais on a quand même ce statut-là qui fait qu'on a une position privilégiée au regard du ministère. Et encore pour développer nos missions. Donc les machines sont pour faire des calculs de P3. On a aussi une partie de l'équipe du Manu qui a ses bureaux ici à Lyon, et l'autre partie est à Paris, essentiellement sur le campus Condorcet. Et donc ça veut dire que au-delà des machines, il y a aussi des humains pour faire tourner la machine. Et alors je vous ai retrouvé cette magnifique slide. J'ai glissé comme ça des slides vintage de mon arrivée à UNAMIM en 2015, parce qu'il se trouve aussi que le consortium 3D SHS, c'est le premier que j'ai connu en termes de réseau humain. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis arrivée à UNAMIM à un moment où les consortiums donner quand même de l'ampleur, mais paradoxalement, les liens étaient, comment dire, un peu distendus en fait avec UNAMIM. Donc on avait ce rapport très institutionnel en fait entre ces groupes de personnes qui s'activent, qui travaillent, qui sont financés donc pour 4 ans quand même, c'est un point important. Et le regard qu'on avait, c'était des rapports. En fait, c'était les rapports écrits qui étaient envoyés au conseil scientifique qui évalue chaque année les consortiums du Manu, mais c'est vrai qu'il manquait quand même un maillon. Alors, c'était assez, la relation était assez différente selon les consortiums, mais c'est vrai que pour les premiers qui avaient été lancés, qui s'étaient auto-organisés, voilà, ça pouvait être un peu compliqué parfois, et pourtant sans intention d'ingérence. Hein. Donc, quand je suis arrivée, c'était vraiment pour essayer de faire remonter l'information et de recréer justement un lien qui nous permette d'intégrer pleinement ces consortiums dans nos structures, parce que de toute façon, ils faisaient partie de nous, et c'était même une des spécificités. Quand, à l'issue de mon premier contrat Manu, c'est vraiment la conclusion que j'ai eue. Je me suis dit, c'est vraiment la richesse en fait du Manu par rapport à d'autres structures, c'est ces consortiums qui représentent la communauté, qui sont vraiment un vivier de personnes actives, qui travaillent sur des choses, sur des procédés ou sur des outils, ou même des questionnements innovants. Donc ça, c'était clair qu'il fallait arriver à
à garder ça, à l'animer, donc plutôt le côté animation de la recherche, pour construire quelque chose d'un peu plus fluide. Cela dit, vous voyez sur ces photos, alors comme c'était à Valpré aussi en 2015 et que tout le monde n'est pas sur la photo, j'avais intégré enfin, surtout Ariane et Alain qui ne sont pas sur la photo, mais enfin, voilà, la très grande infrastructure de recherche, c'était pas hein, quand même, donc une équipe très resserrée, on va dire, et en 2023, c'est toujours pour les missions assez étendues qui nous incombent une équipe voilà, pas très grande malgré tout. Hein, on est 16 en poste, ce qui est très bien. Hein. Vous voyez quand même le soutien se traduit aussi par des postes et ça, c'est vraiment un luxe dans le SR aujourd'hui et même au CNRS. Donc, il faut. On voit très bien cette partie du soutien sur cette photo et des CDD aussi hein, qui sont accrochés à nos différents pôles. Donc on reste quand même, voilà, on fait ce qu'on peut, mais l'équipe est quand même assez resserrée pour une infrastructure brunière étoile. Et donc là, c'est pareil, en 2015, on venait de retravailler sur la manière dont on fonctionnait dans cette espèce d'oignon. Et ce qui a changé en 10 ans, c'est que vous voyez qu'un pôle donné est apparu parce qu'on avait aussi un petit trou dans la raquette qui n'était pas si petit que ça, qui était le côté accompagnement des utilisateurs et surtout ce qui nous préoccupe et vous préoccupe beaucoup depuis le début aussi, l'aspect qualité des données. Donc ça, on avait vraiment besoin de structurer un pôle autour de la qualité des données qui étaient versées dans nos services et pour accompagner de manière globale tous nos utilisateurs. L'Humanum Lab est aussi apparu, bon là c'est plus récent même, il y a 2 ans, donc ça nous permet d'accentuer le côté justement accueil des chercheurs et intégration des chercheurs à notre fonctionnement. Donc la réflexion vraiment sur nos outils, sur des outils innovants, passe aussi par l'accueil de postdoc dans ce cas. Donc c'est quand même une grosse avancée. Donc c'est vrai que ça, avec les consortiums, ça vient aussi compléter le côté humain et recherche de notre infrastructure qui est devenue UR, donc une unité d'appui à la recherche. C'est aussi, dans un sens, assez logique. Donc les services, je vais pas insister sur cela, mais ça c'est la manière dont c'était présenté en 2015. Et aujourd'hui, on présente les choses un petit peu différemment. On a aussi restreint certaines choses par rapport aux pratiques et également aux principes qui sont les nôtres et que nous devons aussi respecter en promouvant la science ouverte. Donc ça veut dire que peu à peu, on a aussi arrêté de promouvoir l'utilisation de certains logiciels propriétaires, par exemple. C'est des choses qui se font pas du jour au lendemain lorsqu'on a justement proposé des services et que des chercheurs les utilisent, couper tout ça. Donc c'est une transition qui s'effectue tranquillement, mais en tout cas qui nous permet d'opérer des changements importants, tout en gardant les 2 services phares qui sont vraiment, disons, propres aux sciences humaines et sociales et qui ont été carrossés vraiment par l'Humanum et qui sont maintenant entièrement soutenus et développés par l'Humanum, ce qui n'était pas le cas lorsque je suis arrivée. Donc, je parle de Nakala, donc notre entrepôt de données et Isdor. Alors j'en viens maintenant, ouais, ça m'a fait quand même pas mal sourire parce que effectivement
en 2015, l'idée des vagues qu'on avait, pour moi, c'était pas les vagues de Covid, c'était les vagues de consortium. Donc, il y a eu une première vague qui est née qui est arrivée dans cette configuration un petit peu particulière. Et après, on a essayé de structurer au mieux, mais sans trop, parce que l'aspect bottom-up était et reste encore aujourd'hui vraiment très important. Par contre, c'est vrai qu'on doit composer aussi avec des injonctions, comme tout le monde dans l'enseignement et la recherche, et notamment en termes de sciences ouvertes et de données faire. Donc, sans être dans l'injonction, ça a toujours été quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. On met en place de plus en plus de recommandations qui sont beaucoup plus claires et ça se retrouve aussi par ricochet chez les consortiums. Vous voyez bien, les livres blancs, les guides de bonnes pratiques, bon, ça a quand même pour but de diffuser et d'être incitatif de pratiques qui sont et de standards qui sont communs et reconnu, je veux dire reconnu, parce que c'est évident. Et quand même, plus de 10 ans de consortium unanime, ça donne ça. Alors, en discutant avec plusieurs d'entre vous, il m'a semblé quand même important de rappeler certains principes, notamment donc le financement sur 4 ans. Et là où on a quand même beaucoup évolué, c'est que quand je suis arrivée, il y a toujours eu cette, comment dire, ce tabou, ouais, c'est un tabou, que les consortiums humains ne sont pas des structures pérennes, parce qu'il fallait pas rajouter au millefeuille administratif et voilà, que vous connaissez, l'enseignement, enfin l'art français, c'est quand même très très compliqué, même quand on est français, quand on vient de l'étranger, on n'en parle même pas. Donc, oui, il faut mettre un peu les pieds dans le plat. J'ai titulé ce slide la non-pérennité en question parce que, oui, ça nous a fait poser beaucoup de questions. Il y a un aspect dynamique qui me semblait important de conserver, donc, mais une sorte de financement par projet qui finalement ne collait pas trop non plus à l'idée qu'on avait des consortiums, à savoir que ça permette un maillage très large nationalement et même que des actions soient développées au plan européen et international. Et ça a toujours été une grosse question. À un moment donné, il était même question d'abandonner ce système, ce dispositif qui fonctionnait pourtant très bien. Donc, c'est vrai qu'on est passé de cette logique un peu au fil de l'eau aussi, en voyant que le dispositif continuait d'être attractif, mais en ayant ce souci de ne pas financer des structures pérennes. Donc ça voulait dire aussi pour les consortiums humains de proposer des choses nouvelles, en tout cas qu'il y avait un nouveau projet. Donc finalement, depuis 2021, on s'est accordé sur le fait que oui, on pouvait, c'était plus tabou de parler de renouvellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un consortium propose une demande d'une labellisation, effectivement, c'est pour 4 ans, mais il y a un horizon 8 ans raisonnable si tout fonctionne bien, si la communauté, ça prend du temps de former une communauté 4 ans, quand on parle de rien, c'est pas beaucoup. Donc effectivement, cet aspect construction, fédération d'une communauté et en même temps apporter des livrables, des résultats sur des process, sur les méthodes, voire des outils quand c'est le cas, ça fait quand même beaucoup. Donc, il nous a paru qu'on pouvait fonctionner de cette manière-là, et ça veut dire que pour le cas, par exemple, de 3D SHS, si le consortium est labellisé en 2024, donc il peut y avoir une première phase, et si il y a demande de renouvellement, voilà, dans la deuxième demande de labellisation, il faut vraiment qu'il y ait intégré une stratégie pour
pérenniser, parce que l'idée c'est que si on finance et on met des milliers d'euros dans le financement de ce type de structure et qu'on ne garantit pas la pérennité soit des outils ou des données, là il y a un gros problème. Donc il faut vraiment que ça soit intégré dans la stratégie du consortium. Ça peut, des outils peuvent aussi survivre ailleurs après, mais l'humanisme sera très, très attentif à ça. On peut pas effectivement, on peut pas financer sur X temps pour le moment. Encore une fois, le paysage bouge beaucoup et en fait, on est obligé de s'adapter aussi à ça. Moi, je vais pas revenir sur recherche d'Atamou, mais ça en fait partie. L'écosystème bouge en permanence. Donc pour le moment, c'est en tout cas ce que l'on peut passer. Et donc en 2023, voilà un peu la cartographie. Donc il y a 9 consortiums unanimes qui sont labellisés dans des domaines que vous voyez très variés. Il y a des demandes de labellisation en cours, outre la vôtre, pour l'année prochaine. Donc ça veut dire que ça reste quand même un modèle qui est attractif. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde rétrospectivement, si je reviens sur la salle, vous voyez, il y a des constructions qui se sont arrêtées, et, il y a des projets comme par exemple Callier qui s'est arrêté pendant un an. Finalement, ils ont eu besoin de remettre tout à plat et de choisir s'ils voulaient continuer à approfondir et ce qui était finalement quand même bouclé, voilà, on n'est pas obligé de tout garder, de tout pérenniser non plus. Donc, je trouve que c'est aussi le reflet de cette dynamique. Alors, ce que je voulais vous dire ensuite sur les consortiums et surtout en rapport avec 3D SHS. Donc nous, on a beaucoup, en disant, on a beaucoup insisté aussi sur l'interconsortium. Donc ça, c'était quelque chose qui avec nous fonctionne bien parce qu'il y a clairement des accroches faciles avec le consortium d'archéologie, Masa Plus notamment. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup de thèmes transversaux qu'on a plus. Alors, quand je dis on, c'est qu'en fait, ça va surtout par mois. Donc je vous embête avec ça, je le sais, ça fait une charge en plus. Mais c'est important qu'on assure ce côté appropriation aussi au sens large, et puis mutualisation et partage de la connaissance. Donc c'est pas juste le fait pour les consortiums UNUM, de pas être des petits clubs fermés, ça aussi c'était vraiment notre inquiétude dès le début, donc c'est vraiment quelque chose d'inclusif et d'ouvert, de représentatif de communautés très, très large, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre autant de financement, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même 40% du budget du même, le financement des consortiums. Sur un budget de 2 millions, c'est énorme en fait. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on est attaché. Il y a aussi des réflexions qui évoluent, par exemple la question de l'éthique. Ça, c'est intervenu à l'issue de nos rencontres de juin, et c'est quelque chose qui a beaucoup interpellé le conseil scientifique, que les consortiums humains mènent aussi une réflexion sur l'éthique. Alors, chez vous en particulier, la question du changement climatique, et bon, qui a quand même un fort impact sur les volumétries que vous traitez, pour stocker les données, etc. Donc ça, c'est une partie de la réflexion éthique qu'on peut rattacher au consortium. Une réflexion qui reste quand même un peu à développer de manière très générale, qui est celle du genre, hein, aussi. Au sein de tous nos dispositifs, là, je pense qu'on a quand même pas mal de marge de progression. Il y a un autre point que j'ai beaucoup entendu, mais vous n'êtes absolument pas le seul. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que c'est quand même un problème un peu en miroir avec Masa Plus notamment. C'est l'infusion dans les communautés des bonnes pratiques et des bonnes pratiques que vous diffusez. Donc tout l'aspect diffusion, valorisation qui, malgré
toutes les formations hein, que vous mettez en place, on voit que c'est quand même compliqué. Donc ça, c'est une proposition que je vous fais aujourd'hui. J'aimerais qu'on développe davantage tous les consortiums, et je pense que le consortium 3D s'y prête particulièrement, des actions de médiation scientifique. Je pense que ça nous manque de voir concrètement le résultat de tout ce que vous faites, parce que c'est quand même très riche. Et ça, je pense qu'il faut qu'on y passe du temps et il faut qu'on le fasse en collaboration. Nous, on vient de recruter justement une chargée de médiation scientifique, donc ça pourrait être un beau projet pour 2024, hein, d'avoir sur un ou deux consortiums des pilotes, par exemple, qu'on puisse développer et puis voir en espérant que ça ait un impact bien sûr positif. Un autre point sensible hein, quand même, malgré toutes ces réussites, c'est aussi les questions des RH. De manière générale, ça reste quelque chose de très lourd de coordonner un consortium unanime. Donc, on a mis en place à partir de l'année dernière la possibilité de délégation CNRS. Donc, ça a été un long cheminement et je sais que c'est un petit grain de sable pour vous, mais pour le moment, c'est ce qu'on est en mesure de garantir. Et encore, on a eu une phase d'expérimentation l'année dernière. Là, clairement, l'INSHS et CNRS gardent cette enveloppe aussi pour au moins un coordinateur ou une personne très active, disons, pour se charger de la coordination du consortium. Donc, et d'avoir une délégation pour ce faire. Donc voilà, je sais que c'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'on a pu mettre en place pour le moment. Et il y a aussi la question, et on n'oublie pas, de la reconnaissance dans l'évaluation de la recherche, dans les travaux que vous menez, notamment du travail sur les données. Bon, ça, c'est un dossier hautement politique, hein, mais qui quand même est de plus en plus visible, pas que dans les internationales en fait. Hein. Il y a aussi, j'ai vu qu'au niveau de la Research Data Alliance, la RDA, un groupe venait de se monter sur ces questions, ce qui est plutôt un aspect très positif parce que la RDA produit des recommandations et fait partie de l'écosystème du soutien de la science ouverte en France aussi, pour le nœud français. Donc il y a un fort lien avec le ministère, donc c'est aussi par ce biais un endroit où on peut faire évoluer les choses de ce côté-là. Donc je vais vous épargner parce que je suis trop longue la question des projets d'infrastructure, parce que tout ça se superpose en fait. Hein. Donc vous voyez en fait, les consortiums, effectivement, c'est des petits écosystèmes à eux seuls et l'aspect européen qu'on demande de développer et qui peut se faire de diverses manières. Hein. Xavier a bien montré au niveau de la valorisation, l'importance de la traduction des livrables en anglais. Ah oui, ça donne une vitrine, le fait de pouvoir présenter ailleurs en anglais ce qu'on fait. Forcément, c'est beaucoup plus facile après pour non seulement s'intégrer, mais aussi retirer des éléments importants de l'état de l'art, de ce qui se fait sur les standards qui deviennent quand même, pas les standards d'ailleurs, les standards, les formats assez vite obsolètes, surtout dans notre domaine. Donc c'est quand même très important de rester au fait de tout ça. Et donc c'est une relation bidirectionnelle qui fonctionne bien, mais encore qui demande beaucoup de ressources en tout plan. Donc, voilà, je pense que le schéma parle de lui-même. Hein. À partir du moment où on s'est lancé avec Parthenos, on a eu une explosion des demandes. On en a refusé pas mal, mais Humanum a participé à pas mal de projets d'infrastructure et à essayer d'impulser aussi cette dynamique chez certains de ces consortiums. Et vous en êtes, vous êtes un consortium très représentatif de cela. Hein. Vous aviez là encore mentionné, et les perspectives. Donc, vous avez certainement entendu parler de ECOS,
Et le consortium a participé à une réponse et il y aura d'autres appels, d'autres calls autour de la fondation de ce cloud européen pour le patrimoine culturel. Donc oui, il y aura certainement des perches qu'il faudra saisir au bon moment et on est là pour vous soutenir dans cette démarche aussi. Voilà pour un petit tour d'horizon vraiment rapide de l'évolution des consortiums, de ce que j'en ai perçu. On n'a pas le temps de développer vraiment sur ce qui fait qu'un réseau comme ça tient, se renouvelle. Et je trouve que c'est quand même une dynamique qui mérite d'être saluée. Si ça tient, c'est que il y a l'aspect interpersonnel, il y a la réunion autour, bien sûr, de l'intérêt intellectuel de vos objets et des méthodes. Mais j'espère et il y a le financement aussi. Il y a voilà, une espèce de beaucoup de paramètres qui entrent en compte pour que l'AGI continue d'opérer et je trouve que c'est très satisfaisant pour moi de voir que ça fonctionne toujours pour vous et pour d'autres aussi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va